Mesdames, Messieurs, mes chères consoeurs, mes chers confrères du FC Barreau de Bordeaux et des autres équipes, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au cœur de cette Pinède d'acier qui accueille l'édition 2026 de la rentrée solennelle du Barreau de Bordeaux. Je suis Jean-Baptiste Lavillenie, ancien second secrétaire de la conférence, et je suis accompagné de M. Anthony Morin-Gomis, premier secrétaire de la conférence, et nous avons le privilège d'être ce soir vos maîtres de cérémonie pour le temps d'une soirée. J'invite à monter, nous rejoindre sur scène les anciens bâtonniers et secrétaires, à commencer par Monsieur le bâtonnier Manuel Ducasse. Monsieur le bâtonnier Philippe Duprat. Monsieur le bâtonnier Bernard Quesnel. Monsieur le bâtonnier Jacques Orenberger. J'invite également à nous rejoindre les anciens secrétaires de la conférence du stage, et à commencer par son président, Monsieur Grégoire Mouly. Madame Christa Poulet-Ménard. Madame Audrey Théani. Monsieur Nicolas Roté de Baruel. Monsieur Guessy Gros. Madame Aurore Cissé. Monsieur Félix Molteni. Madame Claire Liblanc-Neveu. Monsieur Hugo O'Haraud. J'invite maintenant, Mesdames, Messieurs, à nous rejoindre sur scène les membres du Conseil de l'Ordre, à commencer par Madame la bâtonnière Christine Maz. Madame le bâtonnier Caroline Lavessière. Monsieur le vice-bâtonnier Jérôme Delas. Monsieur Philippe Lafaille. Monsieur Rémi Legigand. Madame Béatrice Secaldi. Monsieur Pascal-Henri Moreau. Madame Julia Sour. Madame Bérangère Adair. Madame Bérangère Pajot. Madame Solène Pénisson. Madame Delphine Méode. Monsieur Clément Bourrier. Madame Lucie Lafuente. Monsieur Pierre-Jean Donadil. Et Madame Emma Lagru, représentante Jeune Barreau. J'ai maintenant le plaisir de laisser la parole, pour appeler, bien évidemment, les secrétaires. La fine fleur de l'éloquence, nos trois mousquetaires du verbe, à commencer par Monsieur le second secrétaire, Antoine Cuc-Gaillardeau. Monsieur le second secrétaire, Hugo Vignal. Et Monsieur le premier secrétaire, Adrien Thomas.
J'ai maintenant le plaisir d'accueillir et d'inviter à monter les hôtes de ces lieux, Madame la vice-bâtonnière Marie Tastet. Et Monsieur le bâtonnier Stéphane Guittard. J'ai le plaisir de laisser la parole à Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, Monsieur Stéphane Guittard. C'est le protocole, c'est un peu long, mais c'est obligatoire pour saluer les éminents hôtes de ces lieux également, puisque nous avons tous les représentants de la région, de la commune, les députés et l'ensemble des barreaux de France. Madame la députée Edwige Diaz, Monsieur Patrick Guillemoteau, représentant du président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, mon cher Patrick, Madame Marie-Claude Agulana, représentant du président du Conseil général de la Gironde, Monsieur Jean-François Clédel, représentant Monsieur le maire de Bordeaux, Madame Fabienne Zuccarello, présidente de chambre représentant Monsieur le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, Madame Isabelle Gors, première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame Emmanuelle Perreux, président du tribunal judiciaire de Bordeaux, Monsieur Renaud Godel, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, Monsieur Vincent Léna, président de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Philippe Passot, président du tribunal de commerce de Bordeaux, Monsieur Marc Salon, vice-président du tribunal de commerce de Bordeaux, Madame Claire Granat, vice-présidente du conseil de prud'homme de Bordeaux, Monsieur le vice-bâtonnier Pierre Fonrouge, je ne sais pas s'il est arrivé, représentant de la présidente du Conseil national des barreaux, mon cher Pierre, Monsieur le bâtonnier Christophe Bail, je crois qu'il a un peu de retard également, président de la conférence des bâtonniers, mon cher Christophe. Madame le bâtonnier Hélène Fontaine, qui est présente, ancienne présidente de la conférence des bâtonniers et membre du Conseil national des barreaux, ma chère Hélène. Monsieur le bâtonnier Serge Degas, vice-président de la conférence des bâtonniers, mon cher Serge. Madame Marie Dabadi, représentant Monsieur le bâtonnier du barreau de Paris, Monsieur Franck Linares, directeur interrégional des services pénitentiaires, Madame Cécile Portola, représentant la directrice des services pénitentiaires d'insertion et de probation de la Gironde, Monsieur Philippe Quéron, président de la CARPA Sud-Ouest et représentant de l'Union nationale des CARPA, mon cher Philippe, Monsieur le vice-bâtonnier Jérôme Delas, président de l'École des avocats Aliénor, mon cher Jérôme, Monsieur Ismaël Sambaré, directeur exécutif de la Conférence internationale des barreaux, Monsieur Laurent Petiti, président de la délégation des barreaux français, Madame Luana Roberto, le président de l'Union internationale des avocats, Mesdames et Messieurs les bâtonniers ou les représentants des barreaux de Munich, Bruxelles, Luxembourg et Lausanne, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et vice-bâtonniers et représentants des barreaux chers à mon cœur, Lyon, ma chère Florence, mon cher Hubert, Strasbourg, ma chère Emmanuelle, mon cher Jean, Libourne, mon cher Félix, représentant du bâtonnier Montroux, de la Charente, mon cher Lionel, et du Gers, mon cher Hervé. Je viens t'aider. Monsieur Christophe Bib, conseiller municipal de la mairie de Bordeaux. Monsieur Henri Lourd de Rocheblave, directeur régional de l'URSSAF. Madame Carole Lusier, représentante départementale de la Chambre régionale des commissaires de justice. Monsieur Sébastien Artaud, président de la Chambre des notaires de la Gironde. Monsieur Marc Gauthier, président de la Compagnie des experts de justice de Bordeaux. Le général Sylvain Tortelier, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Gironde. Le commandant Christophe Debon, représentant le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Gironde. Madame la vice-doyenne Elisa Baron, représentant le doyen de la faculté de droit et sciences politiques. Madame Janine Canac-Bail, présidente de l'amicale des anciens avocats. Mesdames et messieurs les partenaires du barreau de Bordeaux, mes chères consoeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, le bâtonnier et moi avons l'honneur et le plaisir de déclarer ouverte la 168e rentrée solennelle du barreau de Bordeaux.
il est de tradition de faire mémoire à nos consoeurs et confrères disparus. Nous invitons le chœur du barreau de Bordeaux à nous rejoindre pour rendre cet hommage.
Mesdames, Messieurs, si la parole décrit, l'éloquence peint. Celui qui la manie est avant tout un observateur. Il saisit le beau, parfois même où on ne l'attend pas, et s'en fait le héros. Ce soir, ce rôle reposera sur les épaules de Monsieur le Premier secrétaire de la conférence, Adrien Thomas, pour son discours « Les fleurs de marbre ». À quoi pensait-il ce matin-là? Était-il inquiet, confiant, impatient? Ce matin de 1295, que se passait-il dans la tête d'Yves et Laurie? En remontant les rues boueuses de Rennes, se frayant un chemin entre les maisons de bois, sans prêter attention au fracas des marteaux des forgerons, ni à l'odeur âcre des ateliers des tanneurs, savait-il déjà ce qu'il allait plaider? Ce matin de 1295, la justice doit être rendue au nom de Dieu. Elle n'est ni rendue au nom du peuple, ni au nom du roi, dont l'autorité ne s'étend pas jusqu'ici. À 27 ans, Philippe le Bel n'est pas encore à son prime, comme disaient les jeunes de cette époque. Il n'a pas encore fait plier les seigneurs, les Lombards ou les Templiers. Mais ce matin-là, Yves et Laurie ne songent sans doute ni au roi, ni aux puissants. Comme souvent, il pense aux plus démunis et surtout à celui qu'il va défendre. À la barre, un mendiant poursuivi par un aubergiste. L'homme n'a rien volé, rien emporté, rien touché. Faute de pouvoir lui reprocher la moindre miche de pain, l'aubergiste l'accuse d'avoir profité des effluves qui s'échappent de sa cuisine, d'avoir rassasié sa faim en respirant l'odeur de ses plats. La parole est à la défense. Yves et Laurie se lèvent, plaident pour celui qu'on accuse de vol. Il dit qu'il n'a rien pris, n'a même rien effleuré. Puis, dans un silence, il prend quelques pièces de sa bourse et les jette sur la table devant lui. L'aubergiste se précipite pour les prendre, mais l'avocat les retient de sa main. L'aubergiste s'exclame « C'est à moi !» Notre confrère lui répond « Ah non, le son paye l'odeur. À cet homme, l'odeur de ta cuisine, à toi, le son de ses pièces. » Et là, dans ce tribunal où vacille la lumière des chandelles, notre confrère, que je me permets d'appeler ainsi, puisqu'alors il n'était ni un saint ni notre patron, trouve cette réplique qui éclaire un procès tout entier. Quelques mots seulement, quelques secondes à peine, quelques secondes qui s'élèvent au-dessus de cette audience et qui brillent encore, 7 siècles plus tard. C'est de ces moments de beauté dont je veux vous parler aujourd'hui, de ces moments de grâce qui surgissent là où on ne les attend pas. Dans ce monde judiciaire qui impressionne autant qu'il intimide, avec ses palais de justice faits de pierre, de marbre et de gravité, on croise les drames et les misères humaines, et pourtant, il arrive qu'au milieu de cette austérité surgisse un éclat inattendu. Une parole, un geste, un regard, une réplique, quelques secondes de beauté qui fissurent la pierre, des fleurs dans le marbre. Chères consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, existe-t-il un intérêt à remarquer cela? Devrions-nous perdre notre temps à apporter de l'attention à la beauté, à cette contemplation fuyante, abstraite et subjective? N'avons-nous pas d'autres impératifs, d'autres devoirs plus pressants, plus graves à accomplir? Nous qui sommes aspirés dans un monde de quêtes, des quêtes exigeantes, parfois écrasantes, parfois exaltantes, des quêtes qui prolongent les jours et raccourcissent les nuits. Nous qui cherchons à conseiller, à assister, à défendre, à rassurer, à convaincre, à obtenir. Et en face, cette justice qui cherche le vrai et le juste, à comprendre et à trancher. Parce que ces missions engagent des existences et des libertés, elles requièrent une rigueur sans faille, une précision constante, un engagement total. Face à une telle responsabilité, la tentation est grande de ne plus regarder que ce que l'on considère comme essentiel et nous enfermer dans l'urgence, au risque de laisser s'effacer tout le reste. Il est alors naturel de penser que le droit et la beauté appartiennent à deux mondes qui s'ignorent. Notre matière est technique, parfois austère, jusque dans ses intitulés. Monsieur le secrétaire Antoine Cuc-Gaillardeau m'a confié qu'il était particulièrement touché
par l'article 41 septies A du Code général des impôts régissant l'obtention de la qualité d'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire. Et peut-être que oui, ça ne fera pas l'unanimité. Mes confrères, ne les écoutez pas. Chacun choisit ses fleurs et il ne m'appartient pas de juger les vôtres. Ces briques de papier, ces codes, ces décrets, ces règlements ne laissent que peu de place à l'éclosion du beau. Pourtant, il arrive que des fleurs y poussent. Si je devais en conserver qu'une, sans grande originalité, ce serait l'article qu'on lit aux jurés avant que la cour d'assises se retire. Celui qui leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. Et de terminer par ce qui fait que l'article 353 du Code de procédure pénale est le plus beau de tous. La loi ne leur fait que cette question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Ce qui est beau ici, c'est que cet article est à ma connaissance le seul de toutes nos lois à s'achever par une question. Partout ailleurs, la loi affirme, ordonne, interdit, condamne. Ici, elle interroge. Parce qu'au moment le plus grave, celui où il faut juger un de nos pères pour crime, elle accepte de confier la justice à des citoyens afin qu'après l'avoir portée dans leur conscience, ils nous la rendent. Mesdames, Messieurs, il nous faut sans cesse chercher ces fleurs. Et cette quête n'a rien d'une frivolité. La beauté n'est ni un ornement, ni un refuge destiné à nous détourner de l'essentiel. Au contraire, elle nous y ramène. Elle nous rappelle que derrière nos robes, nous demeurons des femmes et des hommes, et que devant nos robes se tiennent nos semblables, et non que des dossiers. Contempler le beau, c'est une manière d'habiter le monde, et de se rappeler que nous l'avons en partage. Le beau n'efface ni les fautes, ni les drames, ni les responsabilités, mais nous préserve d'un péril plus insidieux encore, celui de l'accoutumance. Car le plus grand danger de nos métiers n'est peut-être pas d'être confronté à la souffrance, c'est de finir par ne plus la voir. Chercher le beau, c'est nous soigner de cette cécité. Où faut-il chercher alors ? Peut-être dans nos écritures ? Dans ces conclusions, ces mémoires, ces requêtes que l'on achève lorsque le cabinet s'est vidé, que les lumières s'éteignent une à une et qu'il ne subsiste plus que les bruissements d'un clavier. À première vue, rien n'y paraît beau. Seulement des articles de loi, des jurisprudences, des démonstrations où chaque mot est pesé, chaque phrase déplacée, chaque virgule discutée. Et pourtant, sous cette architecture froide, il y a l'effort obstiné de celui qui tente, avec les seules armes de la langue, de triompher. Il arrive alors qu'au détour d'un paragraphe, d'une formule enfin trouvée, d'une phrase qui saisit exactement ce que nous poursuivions depuis des heures, naisse cette joie discrète que connaissent tous ceux qui travaillent les mots, l'impression fugace d'avoir raison. Peut-être faut-il chercher là, dans ces batailles de papier que nous nous livrons avec une courtoisie toute judiciaire, où l'on se combat sans jamais cesser de se tenir en respect, où les armes sont des arguments et les blessures des réfutations. Peut-être se cache-t-elle dans ces formules que nous répétons sans même les remarquer, le très ambitieux « et ce sera justice » qui clôt certaines de nos prétentions comme si quelques pages pouvaient réparer le monde, ou le très paradoxal « si par l'impossible » qui introduit nos demandes subsidiaires et rappelle qu'en droit, même l'impossible mérite encore d'être soutenu. Mais ces fleurs, il faut les chercher aussi dans nos palais. Là-bas, si l'on consent à ralentir le pas, si l'on accepte ne serait-ce qu'un instant de suspendre nos courses effrénées pour regarder autour de nous, alors on s'aperçoit qu'un palais de justice ressemble parfois à une gare. Dès l'entrée, un écran vous indique les salles d'audience et leurs numéros, comme ces tableaux lumineux qui annoncent les départs et les arrivées. Les professionnels, eux, n'y prêtent pas attention. Tels des voyageurs habitués, ils avancent avec l'assurance de ceux qui savent où ils vont. Ils connaissent leur quai, leur salle et le rôle qu'ils auront à y tenir. Devant ces salles d'audience, on retrouve des scènes étrangement similaires à celles que l'on peut voir sur les quais d'une gare, celles des retrouvailles et des au revoir. D'un côté, il y a le sourire singulier de l'espoir exaucé. Les portes viennent de s'ouvrir, le verdict est tombé et déjà, les mains se cherchent avec empressement, saisissent une épaule, un bras, un visage, comme pour s'assurer que tout cela est bien réel, que l'autre est bien là et qu'il ne dormira pas en prison ce soir. À quelques pas seulement, au même instant, d'autres regards se voilent.
Au sol, les larmes de ceux qui retrouvent un être cher se mêlent à celles de ceux qui voient s'éloigner le leur. Les mâchoires se crispent et les étreintes deviennent silencieuses parce qu'il est des séparations que les mots ne savent réparer. Sur ces quais de justice, les embrassades de la liberté croisent le silence de l'emprisonnement. Les fleurs poussent aussi à l'intérieur de ces salles, là où les mots quittent enfin le papier pour prendre chair. Quel exercice d'équilibriste de prendre la parole devant une juridiction. Nous cherchons à captiver sans divertir, à être intelligents sans devenir pédants, éloquents sans tomber dans le grandiloquent, avec pour seul objectif ici de ne pas trop chercher le beau, au risque de se transformer en narcisse, la fleur que l'on regarde se contempler. Puis, il y a des petites fleurs discrètes. Elles se cachent dans un simple merci, prononcé par un client à la fin d'une audience, non pas parce qu'il est certain de gagner ou d'obtenir ce qu'il espérait, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, il a eu le sentiment d'être compris. Il est des victoires qui ne figurent dans aucun dispositif de jugement. Elles apparaissent encore lorsque le président se tourne vers la partie civile et lui donne enfin la parole. Pendant quelques minutes, la procédure s'efface devant une voix qui a parfois attendu des années pour être entendue. Il ne s'agit plus seulement de juger, il s'agit d'écouter, d'offrir à une souffrance le sentiment si rare que le monde entier s'est arrêté pour elle. Et puis, il y a les plus petites fleurs, les plus fragiles aussi. Chez nous, elles poussent au 3e étage. Ce sont ces enfants que l'on retire à leur foyer parce que les adultes n'ont pas su être à la hauteur. Ces enfants qui grandissent entre les murs de nos tribunaux, qui reconnaissent plus facilement le bureau d'un juge que leur propre chambre. Certaines parviennent à reprendre racine dans des terres plus accueillantes et finissent par éclore, déployant enfin leurs pétales. D'autres, hélas, poursuivent leur croissance sous une cloche de verre, jusqu'à ce que cette cloche devienne, quelques années plus tard, le box vitré d'une autre juridiction, là où l'espérance se fait plus fragile, car il n'y a guère que la rose du Petit Prince qui fleurisse derrière une vitre. Les fleurs du marbre poussent aussi de la transmission entre avocats, de ces vieux chênes vers les jeunes pousses. Si le droit s'apprend sur les bancs de l'université, notre métier, lui, s'apprend auprès de ceux qui l'exercent. Heureux le jeune avocat qui rencontre au début de sa carrière un ancien, disposé à lui ouvrir sa porte, à le guider, à lui montrer, à lui transmettre. Les jardiniers parlent de bouturage. On prélève une branche sur une plante déjà solide afin qu'elle reprenne racine ailleurs. La nouvelle plante ne sera jamais la réplique de la première. Elle poussera autrement, empruntera d'autres chemins, offrira d'autres fleurs. Pourtant, elle portera toujours en elle quelque chose de celle qui lui a donné naissance. Il en va de même de notre profession. Au fil des audiences, au détour d'une plaidoirie écoutée au fond d'une salle, d'un délibéré attendu dans un couloir, d'un trajet en voiture jusqu'à un tribunal éloigné ou d'un déjeuner qui s'éternise, nos anciens déposent en nous des boutures sans même s'en apercevoir. Ils nous transmettent une tournure de phrase, une manière d'entrer dans une salle d'audience, de nous présenter, de porter la robe. La transmission se niche là, dans des anecdotes, dans des conseils donnés sans qu'on les ait demandés, des histoires sans foi racontées, les erreurs que l'on nous invite à ne pas reproduire. C'est bien connu, les baveux aiment parler de leurs procès, de leurs victoires, de leurs échecs, des magistrats qu'ils ont connus, des plaidoiries qui les ont marqués. Ils pensent partager des souvenirs, ils sont en réalité en train de planter des graines. La transmission, c'est aussi ce jeune avocat, secrétaire de la conférence, qui au cours d'un déjeuner avec un avocat honoraire, parle du métier, de tableaux, des hommes, puis d'un discours à écrire. Et l'expérimenté de lui confier qu'il a toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de profondément beau dans le droit, que ce serait là un beau sujet de rentrée solennelle. Alors le jeune repart avec cette idée, comme on repart avec une bouture confiée entre les mains, en espérant un jour devenue fleur, qu'elle puisse être offerte en hommage à celui qui la lui a donnée. Après ces transmissions, chacun fait son chemin. Nous ne devenons jamais la copie de ceux qui nous ont précédés. Nous trouvons notre voix, notre style, notre manière de défendre. Comme la bouture, nous poussons autrement. Mais il demeure toujours en nous quelque chose de ceux qui nous ont appris. Et viendra peut-être un jour où quelqu'un nous regardera à son tour, où un jeune confrère nous demandera conseil avant sa première audience, où nous nous surprendrons à raconter les mêmes histoires, à transmettre les mêmes gestes, à rassurer comme nous avons été rassurés. Peut-être est-ce là l'une des plus belles manifestations de notre profession, une transmission qui n'est véritablement accomplie que lorsque celui qui a reçu devient
à son tour capable de transmettre. Chères consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, le beau est partout pour celui qui accepte de le chercher. Alors demain, lorsque nous franchirons à nouveau les portes du palais de justice, le marbre sera toujours là. Il sera toujours aussi froid, aussi silencieux, aussi immobile. Les audiences reprendront, les dossiers s'empileront, les robes se croiseront dans les couloirs et chacun retournera à la quête qui est la sienne. Rien en apparence n'aura changé. Il suffira de se pencher pour voir, puis d'arrêter de voir pour regarder, s'imposer de prendre le temps que nous n'avons pas et là, entre les dalles, elles apparaîtront, les fleurs du marbre. Parce que la conférence marche sur deux jambes et parce qu'il y a des premiers et des seconds qui, avec l'éloquence du torrent cru, rendent particulièrement fiers les 2 siècles de lignée qui les contemplent, ce soir, Monsieur Hugo Vignal, second secrétaire, fera briller ces mots lors de son discours intitulé « Loin des Lumières ». Il est rarement de bon ton d'exposer aux lumières crues d'un auditoire un credo autour duquel on a tenté de façonner sa vie. Permettez pourtant que je déroge à cette règle commode en vous livrant avant tout l'idée que je me fais des mots dont j'ai toujours admiré la force merveilleuse et qui sont au cœur du métier que nous exerçons. Je n'écrirai pas de poème d'acquiescement, nous promettait René Char, avant d'enjoindre aux hommes de ne pas confondre la révolte et l'humeur. Sans doute alors les mots puissent-ils leur pleine valeur lorsqu'ils tentent à la contestation de pratiques et d'acceptions tenaces ou que tout semble vouloir consacrer. Les mots, les vrais, sont des cris, des hurlements. Ils manient des quartiers du monde. Ils forcent de fumantes portes. Et le reste n'est que conversation et murmure dans le vent. Alors je n'ai jamais été surpris que notre profession qui porte le verbe haut et cette idée en elle jouisse au sein de la société du prestige qu'on reconnaît bien volontiers aux courageux. Et je crois aussi que c'est notamment sur le terrain pénal que ce courage s'est toujours le mieux exprimé. La matière pénale suscite un intérêt légitime et indéniable. Tout y semble être un cri courageux, distingué, admiré et jeté à rebours d'une foule de murmures formels. Je ne dis pas que le spectre éreintant du rien n'est jamais acquis ni rôde plus, ou que la résignation n'y frappe jamais. Je dis que les cris y existent, qu'ils sont entendus et salués collectivement. Et l'actualité me conforte dans mes impressions. Mais il existe, à l'opposé de tout cela, un endroit curieux, réglé selon des mécaniques bien différentes. Un endroit où les cris se perdent en échos sourds et où le réflexe remplace peu à peu la réflexion. La rétention administrative est née dans l'ombre de la loi. Elle émerge officieusement dans les débuts de la monarchie de Juillet en 1832, accompagnant l'immigration polonaise. Elle émerge encore un peu plus en 1938 pour l'éloignement des réfugiés républicains d'Espagne que l'on souhaitait confier au franquisme. Mais elle surgit davantage concrètement à la suite du scandale du hangar d'Arinque. On cherchait à Marseille, dans les années 60, à limiter activement l'immigration des ouvriers maghrébins. Les pouvoirs locaux avaient affecté pour l'exécution de cette besogne, et avant même l'édiction de n'importe quelle mesure d'éloignement, un vieux hangar du port, où les étrangers se retrouvaient nassés par centaines.
un bâtiment hors cadre légal, hors contrôle juridictionnel, aux conditions d'enfermement piteuses et dont le secret était gardé par de grandes façades de béton armé. Comme la loi, le public n'en connaissait pas l'existence. En 1975, notre confrère Sixte Ugolini avait mis la lumière sur cette prison clandestine en agitant la presse. Le public découvrait alors Arinques. Une enquête fut ouverte et le scandale bouscula le Parlement et le pays pour quelque temps. Puis la rétention administrative fut encadrée par l'effet de la loi Questiaux de 1981 et Arinques ne ferma que 30 années après le scandale qui l'éclaboussa. La France a rapidement vu fleurir à bien des endroits ces curieux lieux de privation de liberté dont le législateur a progressivement étendu l'empire. Bordeaux s'est doté du sien. Le plus petit de France, il comporte 20 places. Situé au sous-sol du commissariat de police de Mériadec, sa vétusté et l'indignité intrinsèque au lieu ont toujours été dénoncées par quiconque parvenait à enfouler le sol bien gardé. Les retenus sont à 4 au sein de leur petite chambre. Ils naviguent dans les lieux étroits, dans la promiscuité et sous le halo perpétuel d'une lumière jaunie. Les murs sont décrépits, sans fenêtres naturellement, et le sol est crasseux. Le seul accès à l'air extérieur se situe assez ironiquement dans la petite cour intérieure. Dans ces quelques mètres carrés de cour, on parvient à distinguer la couleur du ciel qui semble mince et loin. Il est précédé d'une sorte de grande grille métallique et il est encerclé des 7 étages du commissariat central. Et puis, l'accès aux soins n'y est pas à proprement parler garanti. La loi prévoit certes la présence d'un médecin, mais elle n'en garantit pas l'effectivité. De sorte qu'au printemps dernier, son absence prolongée a accompagné une épidémie de gale qui s'est propagée au sein du centre en affectant plusieurs retenus. Et pour endiguer la propagation, le patient zéro, le malade de conséquence, a été placé dans une cellule d'isolement pour une durée initialement prévue de 7 jours. Une cellule d'isolement disciplinaire, sans accès à la douche, avec une lumière allumée en continu et rien d'autre qu'un sanitaire, 4 murs blancs et un mince matelas. Et c'est précisément de cette même cellule dont on use pour juguler les crises des retenus atteints de pathologies psychiatriques. Un tel cadre ainsi posé, dans lequel la crasse et l'indignité retiennent près d'elles des vies souvent atypiques, faudrait-il s'étonner des 10 tentatives de suicide qui ont jonché l'année 2025 ? Alors, fort heureusement, le débat judiciaire pour statuer sur la prolongation de la mesure échait à intervalles réguliers. Les droits fondamentaux sont enfin conviés dans leur expression concrète. On les invite au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire, dans cette salle J où la lumière encore ne s'invite que par minces fragments. Mais le débat, hélas, est parsemé de rhétorique qui n'honore pas la rigueur à laquelle la justice doit obéir. On tentera toujours de blanchir toute atteinte par l'invocation quelque peu sacrée d'une menace à l'ordre public, mais on ne définit jamais cette menace, on l'invoque, et cela suffit. Comme si ces requêtes en prolongation portaient en elles cette passion folle qui préfère s'éborgner que distinguer, s'obstiner en vain que parfois renoncer en intelligence. Les ressortissants algériens, par exemple, ont été directement concernés par ce que je vous décris et nous avons perdu le souffle à le crier sans effet. Des dizaines d'entre eux ont été privés de liberté pendant 3 mois, alors qu'il était manifeste dès le début de la mesure qu'aucun éloignement n'aurait lieu, faute de relations diplomatiques entre les 2 États concernés. La durée moyenne de la rétention administrative s'est donc allongée de 25% l'année dernière à Bordeaux, très naturellement.
et elle semble obéir à une espèce de logique de prolongement de la peine pénale, alors qu'elle n'est instituée et justifiée que pour la stricte mise en œuvre d'une mesure d'éloignement. Aujourd'hui, parfois, souvent, on retient, mais l'on n'éloigne pas. La situation confine désormais à l'absurde et évoque les systèmes archaïques de l'Ancien Régime où les indésirables étaient enfermés dans de prétendus hôpitaux généraux dont on sait qu'ils n'étaient régis par aucune idée médicale. Mais nous qui portons cette robe, nous ne nous accommoderons pas de privation de liberté sans but effectif, car nous ne penserons jamais qu'on sert bien la justice en vouant des individus à une certaine injustice. Ces situations absurdes qui heurtent souvent la loi, les conventions et la logique, elles sont affrontées chaque jour par nombre de nos confrères, auxquels je tiens à rendre un hommage tout particulier. Affrontées avec vigueur, au nom de nos principes les plus cardinaux et de droits fondamentaux dont le respect doit être invariable. Au nom d'une certaine idée de notre métier, de l'état de droit et de la considération due aux justiciables, quel qu'il soit. Et nous entendons fréquemment le ressac de ce travail éreintant, c'est-à-dire la ritournelle d'un militantisme chimérique qui discréditerait un exercice professionnel se voulant consciencieux et cohérent. Oui, nous instrumentaliserions le droit au service d'on ne sait pas trop quoi, de convictions électorales pour les moins imaginatifs et de desseins perfides pour les autres. En réalité, il m'est évident que nous devons nous défaire de ces discours et en tenir la plus basse opinion. Mais il est moins évident que nous devons nous saisir collectivement de certaines questions qui occupent en vérité la profession et l'état de droit dans leur ensemble. Car malgré tout, malgré cette efficacité toute relative, malgré les dérives constatées, le discours public, ogre insatiable en la matière, plébiscite sans répit des durcissements de législation. Et l'histoire se fait sous nos yeux ébahis. Elle n'écoutera pas les paroles de quelques-uns. L'allongement de la durée maximale de la rétention a été acté il y a quelques semaines, au même moment où l'on envisageait dans les instances européennes la création de grands centres de rétention confiés à des pays tiers. Tiers au Conseil de l'Europe, tiers à l'Union européenne, et tiers aux conventions qui garantissent souvent à nos procédures leur plus haut degré d'équité. Déléguer la privation de liberté, au mépris des origines de la logique européenne et moyennant quelques sous, voilà une idée saugrenue qui, laissée sans réponse, franchira à terme les portes du pénitencier. Et sans doute connaîtrons-nous tous un jour, tous ensemble, les rejets d'affaires par ordonnance, sans audience, la généralisation sans aucun obstacle légal de la visioconférence ou encore l'éradication dans la loi des frais irrépétibles à la charge de la partie perdante. Car notre histoire commune est déjà bien écrite et trouve encore des échos récents. En 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny ouvrait une annexe directement au sein de la zone d'attente de l'aéroport Charles de Gaulle. Le but était de limiter le trajet des escortes. On instaurait un lieu de justice au sein même d'un lieu de rétention, de privation de liberté, tout en justifiant de considérations pratiques. Les praticiens dénoncèrent aussitôt une atteinte au droit de la défense, un défaut de publicité des audiences, un défaut d'apparence d'impartialité de la juridiction. Mais les juges du fond n'y furent guère sensibles, et la Cour de cassation pas plus lorsqu'elle balaya les arguments d'un revers de manche et valida le principe sans ambages. Les mêmes craintes sont aujourd'hui exprimées en réaction à la déclaration du garde des Sceaux du 28 mai dernier qui annonçait vouloir ouvrir une salle d'audience au sein de la prison de Fleury-Mérogis. Il justifiait alors de considérations pratiques. Mais nos grands principes sont difficiles, exigeants, et obéissent souvent mal aux logiques de praticité et d'économie. Comme hier en zone d'attente, devrons-nous accepter demain de plaider des audiences correctionnelles dans l'enceinte de nos prisons,
Chères consoeurs, chers confrères, les mécaniques sont pernicieuses et croyez-moi, je ne parle pas aujourd'hui au nom de ma seule chapelle. Le contentieux des étrangers, et particulièrement la rétention administrative, est bien souvent le premier terrain sur lequel nos fléchissements surgissent. Il est, comme on dit, le laboratoire du pire. Or, les libertés ne disparaissent jamais d'un seul coup. Elles s'effritent chaque fois qu'une société accepte que quelques hommes puissent devenir des exceptions. Tout cela d'abord hors la loi, ensuite dans de petits centres, et enfin dans des centres d'envergure portant les apparats du milieu carcéral, comme celui qui ouvrira à Mérignac à l'automne. Les retenus sont d'abord 10, ensuite 100, puis ils deviennent un point d'accès aux autres justiciables. Ils deviennent tous. Le recul des droits qui les frappe est une infusion lente, un poison insidieux pour chacun. Et lorsqu'un nouveau standard devient acceptable, lorsqu'un domaine juridique relatif à la privation de liberté succombe à de trop nombreuses incartades, qu'advient-il des autres, où l'on croit naïvement qu'il reste tant à faire, sans songer à tout ce que l'on y peut défaire? Ce recul des droits fondamentaux, que nous déplorons tous, est l'œuvre de grandes et puissantes machines contre lesquelles quelques individus ne pourront jamais rien. Alors, nous devrons crier ensemble, user de la vraie force des mots et saisir de nos mains conjointes ces endroits qui demeurent loin des lumières, car c'est là-bas, et contre nous tous, que l'ombre bâtit son empire. La conférence, dans sa grande générosité, nous a gratifié cette année de 2 seconds secrétaires, pour le même prix, mais surtout pour porter plus loin et plus fort l'élégance et la beauté de la parole. C'est pourquoi ce soir, nous aurons le privilège d'écouter M. Antoine Cuques-Gaillardeau pour son discours intitulé « Le bénéfice du doute ». Le 10 mars 1762, sur une place de Toulouse, un homme de 64 ans est attaché à une roue. On lui brise les membres, l'un après l'autre. Il s'appelle Jean Calas. Il est marchand, il est protestant, il est père. On l'accuse d'avoir tué son fils. Contre lui, aucune preuve. Seulement une rumeur, une foule et des juges convaincus. Jusqu'à son dernier souffle, il clame son innocence. 3 ans plus tard, on reconnaîtra qu'il disait vrai. Mais Calas, lui, est mort. Ce qui a manqué à Jean Calas, ce jour-là, tient en 3 mots. 3 mots que notre droit répète depuis, comme une promesse et comme un remords. Le bénéfice du doute. Il serait facile, à partir de là, de dérouler le discours attendu, de dire que notre époque ne supporte plus le doute, que notre société exige des responsables accablés, des victimes irréprochables, des accusés cohérents, des excuses parfaites et des regrets immédiats. Il serait aisé de convoquer Calas comme on brandit une relique et de conclure d'un air pénétré que les temps sont sombres et l'avenir menaçant. Ce discours, il pourrait être prononcé aujourd'hui. Peut-être l'est-il même déjà un peu. Mais, à bien y réfléchir, il aurait pu être prononcé il y a 20 ans, lors du procès d'Outreau, il y a 35 ans,
à l'ouverture du procès de Patrick Dils, il y a un siècle, au plus fort de l'affaire Dreyfus. Car, au fond, chaque époque est tenue par ses contemporains pour la plus difficile qui soit, la plus trouble, la plus dégradée, la plus inquiétante, toujours en régression par rapport à un passé fantasmé. Pourtant, notre temps n'est ni plus mauvais ni préférable à celui qui l'a précédé. Il a ses enjeux et ses fractures propres, qui ne sont jamais que les prolongements des questions de la veille. Les grandes interrogations d'hier n'en sont plus, tantôt parce qu'elles ont été résolues, tantôt parce qu'elles se sont lentement éteintes, remplacées par d'autres, qui, aujourd'hui, à part quelques éminents membres du Conseil de l'Ordre, se passionnent encore pour la querelle du jansénisme qui divisa les magistrats du Parlement de Bordeaux au temps du président Montesquieu. Qui se souvient des débats passionnés sur le pouvoir temporel du pape ou sur le rétablissement du divorce qui enflammèrent en leur temps les assemblées et divisèrent jusqu'aux familles. Ces querelles, elles ont tenu en haleine des générations entières. Elles nous paraissent aujourd'hui lointaines, parfois presque dérisoires. Et sans doute, les grandes questions de notre temps paraîtront-elles un jour tout aussi étrangères à ceux qui nous suivront. Mais au milieu de ces débats qui passent, certains principes demeurent. Chaque génération les reçoit en héritage, non pour les admirer de loin, mais pour les éprouver, les défendre et les transmettre. Il en va ainsi du bénéfice du doute. Aucun magistrat, tout du moins en apparence, ne le conteste, et aucun avocat ne l'ignore. C'est pourtant une règle que, dans le secret de nos consciences, nous n'aimons pas. Faut-il qu'un doute profite à l'accusé? La réponse en théorie est presque toujours affirmative. Mais dans les faits, lorsque la théorie laisse la place à la pratique, c'est l'incrédulité qui prévaut. On approuve la théorie et l'on s'en détourne dès qu'elle s'applique. On aime à croire que l'affaire Calas est lointaine. On se rassure en songeant qu'un tel aveuglement ne serait plus possible aujourd'hui, que nous avons appris et que nous ne brûlerons plus personne pour une rumeur. Ce serait aller bien vite. Car ce qui a tué Calas n'était pas la cruauté de l'époque. C'était une impatience de juger, la certitude sans preuve, le refus du doute. Et de cela, aucune époque n'en est jamais tout à fait guérie. Car le doute comporte toujours un risque, celui de laisser libre un coupable, celui de ne pas punir assez vite, celui de paraître faible, là où l'opinion réclame une réponse. Et c'est précisément ce risque qui rend le principe si difficile à défendre. Parce que ce fameux doute et ce qu'il implique en théorie, nous l'imaginons solennel. Nous croyons qu'il apparaît comme une révélation, qu'à un instant précis, une lumière se fait. Le doute n'a pourtant rien de spectaculaire. Il est modeste, discret, presque décevant. C'est une date qui ne tombe pas au bon moment. C'est une pièce que l'on cherche et que l'on ne trouve pas. C'est un témoin trop sûr de lui, dont le récit est si parfait qu'il en devient suspect. C'est une caméra qui a filmé toute la scène, sauf l'instant qui aurait tout expliqué. Car au fond, le bénéfice du doute serait une idée facile s'il ne profitait qu'à ceux que nous percevons comme étant innocents. Mais il ne choisit pas ce qu'il protège. Il profite aussi à celui qui nous déplaît, à celui qui se contredit, à celui qui ment peut-être, à celui dont le visage, les fréquentations, le silence ou la défense maladroite nous inclinent déjà à la sévérité. Et c'est précisément là qu'est tout l'enjeu.
Un principe qui ne coûte rien n'est pas un principe. C'est une préférence. Le bénéfice du doute ne vaut pas lorsqu'il confirme ce que nous avions envie de croire. Il vaut lorsqu'il nous oblige à la retenue, au moment même où tout en nous voudrait condamner. La présomption d'innocence et le bénéfice du doute protègent le suspect antipathique, l'accusé maladroit, l'homme que la rumeur a déjà condamné. Elle nous protège aussi, car aucun de nous n'est à l'abri d'être un jour celui que l'on montre du doigt. Une société qui ne doute plus d'elle-même est une société qui s'expose au pire des illusions. Elle confond son assurance avec sa lucidité. Elle prend ses certitudes pour des évidences. Et lorsque les faits viennent démentir ce qu'elle croyait acquis, elle ne sait plus reculer. L'illusion de l'efficacité est ancienne. Elle séduit parce qu'elle promet la clarté et la rapidité. Elle rassure parce qu'elle paraît dispenser chacun de ce long et patient travail qu'exige la réflexion avant que l'on ne tranche. Mais elle ne tient jamais ses promesses. Ce qu'elle fait gagner en vitesse, elle le fait perdre en justesse. Et il en va ainsi de la justice comme il en va de la société démocratique. L'une et l'autre paraissent toujours lentes, bavardes, compliquées, empêtrées dans leurs débats, leurs recours, leurs délais. À côté d'elles, les régimes autoritaires offrent un spectacle séduisant, la verticalité de la décision, l'ordre apparent des choses, la mise au pas des contradictions. Ils paraissent, à première vue, infiniment plus efficaces. Et pourtant, ce sont la démocratie et la justice qui durent. Ce sont elles qui se corrigent, qui se relèvent de leurs erreurs et qui apprennent de leurs échecs. Parce qu'elles ont, l'une et l'autre, fait du doute une institution. Elles ont inscrit la contradiction au cœur de leur fonctionnement. Elles se sont interdit la facilité de l'évidence. On nous répétera qu'à trop douter, la justice s'affaiblit, qu'elle devrait trancher plus vite, hésiter moins, punir davantage. Mais c'est oublier que le doute a de plus profond, car il n'est pas seulement dû à l'accusé. Il est aussi ce que la justice se doit à elle-même, la lucidité de reconnaître qu'elle ne peut pas tout, qu'elle ne doit pas tout, et qu'une société qui prétend tout juger, tout sanctionner, tout réparer par le procès, se méprend sur ce qu'est la justice. Ce doute-là, chaque génération le reçoit en dépôt, à charge, pour elle, de le transmettre intact. La nôtre sera jugée à son tour, non pas sur ses certitudes, mais sur les doutes qu'elle aura su défendre. Puissons-nous en être dignes. Mesdames, Messieurs, je vais immédiatement laisser la place à l'un des artisans de cette soirée, celui pour qui les valeurs de combativité, d'engagement et de persévérance sont transposables de l'univers du sport à l'exercice du bâtonnat, Monsieur le bâtonnier Stéphane Guittard. Avant de prendre la parole officiellement, je tiens d'abord à remercier au nom du barreau de Bordeaux Madame Julie Amig, ancien membre du Conseil de l'Ordre et aujourd'hui maître de cérémonie efficace et bienveillante, ainsi que l'ensemble du personnel de l'Ordre sans qui cette rentrée n'aurait pas eu lieu. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. La fourmilière qu'a été la Maison de l'Avocat depuis plusieurs jours est la manifestation de leur engagement inconditionnel. C'est très précieux. Je tiens également à remercier nos trésoriers et nos partenaires qui ont permis à cet événement d'être grandiose, sans que tous les confrères du barreau de Bordeaux n'en pâtissent, à aucun moment.
Leurs cotisations n'ont plus été augmentées depuis de très nombreuses années, et je tiens à remercier tous les bâtonniers et les trésoriers successifs qui ont géré ce barreau de main de maître, avec rigueur, prudence, intelligence et habileté, dans un contexte économique morose. Sachons reconnaître et apprécier cette chance. Notre barreau et toutes celles et ceux qui le composent sont précieux, et je suis fier d'être leur bâtonnier. Mais revenons à ce pourquoi un représentant de l'ordre doit annoncer la rentrée solennelle de son barreau. Et quand je dis un, c'est en fait deux que cela signifie. Merci à toi, Marie, pour ton engagement à mes côtés. Ça aussi, c'est très précieux. Et enfin, parce qu'ils ont supporté un père absent, passionné par son métier, je remercie mes 3 enfants, je suis illuminé en les regardant, que j'aime tout autant passionnément. Il y a 6 mois seulement, il y a déjà 6 mois, lors de nos premiers vœux de bâtonnier, je convoquais dans le débat judiciaire Chronos et Kairos, 2 immenses dieux grecs qui nous rendent complètement fous en riant de nos journées lorsque le sablier cadence les jours. Je vous contais alors l'histoire de nos débuts de mandat avec Marie. Aujourd'hui, pour notre première rentrée solennelle, je vous raconte une histoire qu'Homère aurait pu inventer dans son Iliade en s'inspirant de faits réels, actuels et tellement cyniques. Il aurait évidemment pris la précaution de rappeler que toute ressemblance avec des faits ou des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Car en dystopie, d'autres dieux grecs se sont invités à la fête et nous montrent que les enjeux de notre monde judiciaire ne sont pas seulement philosophiques ou théologiques, ils peuvent être également démagogiques ou malheureusement politiques. Non pas que les dieux de l'Olympe soient envieux de la capacité des maîtres du temps à se jouer de nos journées, mais parce qu'ils ont compris que les maîtres du droit, plaideurs et rédacteurs, pourraient déjouer leurs plans maléfiques et despotiques en contestant leur légitimité démocratique. Ces sentinelles enrobées de la liberté ont donc tendu un piège à Hadès, le dieu des enfers, et celui des tentations d'une pensée unique, devenue une réalité commune et vulgaire, en parvenant à le convaincre de draguer Thémis, déesse de la justice et 2e épouse de Zeus, le dieu des dieux, dont elle resta sa fidèle conseillère. Car en acceptant, sans broncher ou presque, de négocier leur descente aux enfers par l'instauration d'un nouveau modèle de jugement des crimes, les dieux de l'Olympe ont finalement fait croire aux simples mortels qu'ils pourraient remplacer Sisyphe dans son combat contre les statistiques par un choix quasi stratégique de remonter sa lourde pierre sur une pente qu'il avait tout simplement supprimée. Les femmes et les hommes sur terre avaient confié leur destin à l'un des fils de Zeus, le jeune et brillant Macronos, qui avait reçu de sa mère Thémis toute sa culture et son intelligence, à tel point qu'il ne put s'empêcher de l'épouser pour accéder aux responsabilités. L'un de ses jeunes frères avait sa préférence, et bien que Macronos avait compris qu'il voulait lui succéder à la tête du royaume, Darmanéus, c'était son nom, parvenait assez facilement à le convaincre d'utiliser le pouvoir divin, comme bon lui semblait, et notamment à employer d'abord le glaive, puis la balance, pour parvenir à ses fins. Tout en multipliant les dépenses somptuaires dans son royaume, Macronos ne donnait plus aucun attribut à son Darmanéus pour rendre la justice. Ni palais, ni prison dorée, ni escorte armée, ni procureur du roi, et encore moins aide de l'État. Il ne lui avait laissé que la portion congrue du budget total de l'Olympe pour son ministère et avait fait admettre aux hommes qu'ils pouvaient être jugés finalement plus vite par Chronos s'ils le souhaitaient, sans bourse déliée. Enfin stratège, Darmanéus avait donc eu une idée machiavélique, reprendre le feu aux hommes pour leur interdire de juger à la place des dieux de l'Olympe. Il sifflait la fin de la récréation et la liberté de juger au nom des hommes, ce machin que Zeus avait même nommé jury populaire. La messe était dite autant que la célébration devait être païenne
pour respecter le vœu de tous ceux qui ne croyaient plus en rien. Car interdire aux femmes et aux hommes de prendre les décisions les plus graves, au nom des femmes et des hommes les plus communs de son royaume, était devenu un mot d'ordre aussi despotique que populiste dans une république que les gens ne comprenaient de toute façon plus. Ces procès coûtaient bien trop cher, étaient bien trop chronophages et faisaient risquer un bien trop grand désordre pour un royaume qui rêvait de résilience, de sécurité et de rendement. Et bien que cela eût toujours existé, de façon habile mais mensongère, Darmanéus avait fait croire au peuple que les sbires d'Hadès, qui se faisaient substituer dans ces sales besognes par des suppôts sous les ordres, pouvaient négocier avec les hommes les plus vils les peines les plus clémentes. Nul ne plaidant par procureur, certains hommes en toge avaient néanmoins pris la liberté de contester, au nom du peuple, non pas la légitimité de Darmanéus, bien qu'ils auraient pu peut-être y parvenir s'ils s'étaient mis tous d'accord, ce qui n'arrivait en réalité jamais, mais son funeste dessein de faire croire aux mortels que la justification de son projet n'était autre que la célérité de leur propre justice. La procédure de jugement des crimes reconnus, la fameuse PJCR, était née et avait eu la peau dure avec toutes ces propositions d'amendement offertes pourtant très généreusement par ceux-là même qui la combattaient. Cette chimère maléfique sortie du crâne de conseillers tordus de Darmanéus, qui trompaient même jusqu'à leur propre mère justice en menant une campagne de séduction du peuple par un projet sûr, sanction utile, rapide et effective, devait substituer les juges d'un seul jour et leur faiblesse, voire leur lâcheté. Les jugements rendus par le peuple au nom du peuple seraient alors remplacés par le travail studieux de lieutenants obéissant à une hiérarchie qui pourtant les abandonnait lorsqu'ils commettaient quelques erreurs. De leur côté, les maîtres du droit, que l'on appelait aussi avocats, étaient à la manœuvre pour tenter de séduire le peuple avec des mots qu'ils ne comprenaient cependant pas, par l'utilisation d'un langage hermétique qui faisait d'eux des sachants, le temps d'un discours. Ils n'étaient pas tous sortis de la cuisse de Jupiter, mais ils étaient issus de cette classe de seigneurs, de cette race des combattants inclassables et inlassables, lorsqu'il s'agissait d'assurer la défense des libertés individuelles de leurs congénères mortels que les dieux méprisaient tant. Ils avaient débuté une bataille contre ce monstre affreux, cette hydre à plusieurs têtes que l'on pouvait couper à l'envi et qui repoussait sans cesse à coups d'amendements de repli. Ces étalons de la loi tentaient naïvement de convaincre le peuple que leur révolte était légitime et non pas seulement protectrice de leurs seuls petits intérêts corporatistes. Les maîtres de la loi s'étaient d'abord contentés de dénoncer quelques projets iniques imposés par le gardien des sceaux qui pouvaient leur faire croire parfois n'importe quoi, et notamment qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. En bon connaisseur des jeux d'échecs, qu'il avait toujours su éviter pour lui-même, malgré les rumeurs, les accusations et la calomnie, Darmanéus faisait galoper ses cavaliers dans une stratégie de contournement qui lui permettait toujours d'avoir le loisir d'avancer ses pions, jusqu'à sacrifier sa propre reine PJCR, mais parvenir ainsi à son but ultime, démontrer qu'il avait l'étoffe d'un roi, lui aussi, pour diriger tout un peuple au sein de l'Olympe. Il avait l'habitude d'être aidé dans ses funestes projets par l'absence d'unité structurelle des maîtres du droit, qui avaient décidé de se faire représenter par trois mages, trois messagers des temps modernes. Ces trois héros, que l'on copait parfois en rois, prenaient souvent audience auprès du gardien des sceaux pour présenter leurs requêtes. Elles étaient souvent légitimes, parfois consensuelles, mais toujours résilientes, comme si les maîtres du droit faisaient de leur division consanguine une véritable ambition. Nul n'était dupe et Darmanéus riait de bon cœur de ces conflits fratricides. Ceux-là savaient tous pourtant que leur salut passait par l'unité des valeurs et la priorité des combats dans une mission qu'ils pensaient parfois divine. Pour éviter le chaos, il ne pouvait en rester donc qu'une seule, un seul représentant monothéiste pour éviter des ménages à trois, souvent hasardeux, dans une justice plurielle. Non pas que toutes ces femmes et ces hommes de loi devaient réfléchir absolument à l'unisson, car il n'était pas utile de se résigner à une pensée unique dans un processus de diabolisation de ce métier devenu profession, mais parce qu'ils devaient tous apprendre à réfléchir au-delà d'eux-mêmes,
encore bien au-dessus de leurs intérêts corporatistes, pour le seul bien commun. On leur demandait tout simplement de ne pas se comporter comme les dieux qu'ils dénonçaient eux-mêmes. Certains hommes leur ressemblaient tant finalement, même sans l'office de leur pouvoir divin. Ces porteurs de toges, qui ne cessent pourtant de faire la leçon à leurs juges lorsqu'ils défendent les plus fragiles, s'empêchaient parfois de s'appliquer à eux-mêmes les règles élémentaires de prudence pour détourner des combats qu'ils disaient légitimes en se parant de la vertu des rois. Ils pouvaient donc salir à l'envi, même le guide qui les conduisait sur la montagne, sans savoir pourtant de quoi ils parlaient. Car en jugeant publiquement, sans rien y connaître, sinon par des bribes d'informations que la rumeur pestilentielle colporte ici et là, avec précipitation et méchanceté, en condamnant publiquement, avec l'aide d'une modernité scélérate, en défiant les règles absolues de l'innocence et de la présomption qui la protège, ces hommes de loi se comportaient parfois comme les pires de ceux qu'ils défendaient d'habitude. Ils se trompaient. Pardonnez-moi. La modernité pouvait avoir du bon pour les hommes, les dieux pensant au contraire que c'était mieux avant. Mais ils devaient apprendre à composer avec une intelligence que l'évolution avait rendue tellement artificielle. Zeus se méfie de la modernité. Il a peur d'en être lui-même la première victime. Il redoute la disparition de son royaume et le pouvoir qu'il lui donne sur les hommes. Il n'a pas peur de mourir, il craint seulement d'être oublié. La puissance et la postérité sont finalement les deux mamelles de la domination des dieux sur les hommes. Un peu comme les deux fausses jumelles de la reine du temple du droit, Bonnie et Bonac, les bien nommées, sont ses filles protégées. L'histoire retiendra que l'une a été déshabillée pour parer l'autre et que finalement elles se retrouvent toutes les deux nues comme un ver. La colère des hommes aura seulement permis d'éviter la préférence de la reine pour la Benjamine, la jeune Bonac, la pis-aller, Thémis consentant finalement à équilibrer le sort de ses deux filles préférées dans la succession, tout en sacrifiant sur l'autel de la justice des pauvres le coq qui restait encore le vilain petit canard de la famille. Les maîtres du droit devaient apprendre la résilience dans un monde où même les dieux avouaient n'avoir plus beaucoup de pouvoir. Ceux-là ont toujours cru que leur puissance les rendait immortels. Ils se trompaient, car ce qui survit aux puissants n'est jamais leur force. C'est la confiance que les hommes placent dans les institutions que les dieux ont créées pour eux et qui les protègent. Et cette confiance, nous en sommes tous ici les garants. Tant qu'il restera des avocats pour défendre la liberté contre la calomnie, la vérité contre la rumeur et la justice contre sa propre tentation de puissance, les dieux seront fragiles et ne gagneront pas face à des hommes libres. Lorsqu'un État commence à croire que sa justice doit aller plus vite que sa musique, ce n'est plus Thémis qui gouverne, c'est Chronos. Et lorsqu'un peuple cesse de croire en sa justice, il perd davantage qu'une institution. Il perd sa liberté, sa foi l'abandonne, il ne croit plus en rien et redevient sauvage. Voilà pourquoi nous continuerons, nous, avocats, à nous battre pour défendre votre justice, pour que tous les puissants qui se prennent pour des dieux cessent de nous manipuler à l'envi. Mes chères consoeurs, mes chers confrères, Marie et moi vous souhaitons une excellente rentrée solennelle 2026. Puisqu'il y a un bâtonnier et qu'il faut au moins être deux pour former une équipe, il y a une vice-bâtonnière que j'ai le plaisir de laisser ce micro, Madame la vice-bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, pour son discours. Chers invités, cela fait presque 20 ans que j'assiste aux rentrées solennelles du barreau et j'ai du mal à croire que ce soir, c'est moi qui vais devoir prendre la parole, surtout après des discours si inspirants. Pas facile de passer en dernier. C'est impressionnant de se retrouver devant tant de monde dans un stade de foot et en même temps, c'en est presque exaltant. Comme on est un peu sur la fin, j'ai envie de réveiller un peu la salle.
Comment ça va à Bordeaux ce soir? J'entends rien. Comment ça va à Bordeaux ce soir? C'est mieux. Alors mon discours. J'ai beaucoup appris avec la conférence du stage chaque lundi soir de ce premier semestre. Pour un bon discours, il faut une bonne introduction. Bon, ça, je crois que c'est fait. Un peu d'humour, mais pas trop. Quelques silences. Et surtout une bonne conclusion. Et au milieu, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on peut, on brode. Eh bien moi, ce soir, au milieu, je ne vais pas broder. Et au risque de casser quelques codes, je ne vais pas vous faire un long discours, mais je vais vous parler vrai. Je vais vous parler de mon quotidien de vice-bâtonnière depuis 6 mois. D'abord, vice-bâtonnière. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est l'assistante du bâtonnier? C'est la future bâtonnière? Ça se dit bien au féminin d'ailleurs. Sur la forme, j'ai eu droit à toutes les appellations. Madame le vice-bâtonnier, Madame la vice-bâtonnière, Madame la vice-secrétaire, et mon préféré, Madame la bâtonnière du vice. Sur le fond, je connaissais la discrimination sexuelle depuis mon début de carrière, mais avec ce mandat, j'ai découvert une nouvelle forme de discrimination, l'agisme. Mais vous êtes si jeune, mais on a tellement l'habitude de voir des bâtonniers âgés. Au début, j'avoue, je trouvais ça presque flatteur. Mais à force de répétition, c'en est presque devenu gênant en réalité. Que certaines personnes remettent en doute votre légitimité de manière aussi anodine, cela pose question. Alors que, en tant que femme, âgée de 43 ans, je suis pile dans la moyenne du barreau de Bordeaux. Mais pour en revenir à ma fonction, la possibilité d'élire un vice-bâtonnier a été instituée 15 ans plus tôt, au masculin, évidemment. À ce jour, en France, 52 des 164 barreaux y ont recours. Les textes ne précisent en rien son rôle exact, aucune attribution spécifique ne lui étant dévolue. Ainsi, le bâtonnier peut déléguer tout ou partie de ses fonctions au vice-bâtonnier, sans limitation de durée. À Bordeaux, nous sommes le 7e binôme, et c'est un des premiers actes que Stéphane Guittard, en sa qualité de bâtonnier, a signé le 2 janvier 2026, à savoir une délégation générale pour agir en ses lieux et places, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés en cas d'absence ou d'empêchement. Dans les faits, Stéphane n'est ni absent, ni empêché. Nous ne faisons que nous répartir les tâches en fonction de nos agendas et sensibilités respectives. Plusieurs barreaux comme Grenoble, Paris ou Marseille œuvrent en faveur d'un co-bâtonnat, dans lequel 2 bâtonniers, quel que soit leur genre, représenteraient leur barreau disposant d'une égalité de fonction. Selon le binôme marseillais, élu en ce sens cette année, le co-bâtonnat incarne l'excellence collaborative. Je crois qu'instinctivement, c'est ce que nous faisons avec Stéphane pour optimiser la gestion du 5e barreau de France avec des réclamations quotidiennes. Donc concrètement, depuis le 1er janvier, j'ai essayé d'appliquer notre programme, créer du lien et donner du sens. En priorité et au quotidien, j'ai travaillé à l'amélioration de l'exercice professionnel des avocats. Je vous ai répondu chaque jour, par mail, par téléphone ou lors de nos rencontres fortuites. Je vous ai reçu chaque semaine, j'ai essayé de vous concilier, avec plus ou moins de succès. J'ai rendu des avis déontologiques et arbitré chaque jour des incidents plus ou moins graves. J'ai participé au petit déjeuner et apéro du pôle confraternel, véritable ressource pour les confrères en difficulté. J'ai organisé la journée de la santé des avocats pour lutter contre l'épuisement de notre profession. Et j'ai plein de projets avec la Ligue de lutte contre le cancer, le CHU, Charles Perrins et les médecins, car prendre soin de nous permet de mieux prendre soin de nos clients. J'ai présidé également la formation restreinte pour les futurs confrères qui empruntent des passerelles. J'ai contribué à l'organisation de plein de colloques, tables rondes et d'une journée magistrats, avocats et greffiers. J'ai demandé des financements à la CARPA pour financer un baromètre pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au sein du barreau qui malheureusement n'est pas épargné. Et enfin, j'ai assisté à beaucoup de réunions avec les chefs de juridiction pour tenter d'améliorer les délais devant certaines chambres, les délivrances d'attestations de fin de mission et militer pour le retour des référés à Bonny, ce que nous avons obtenu. Mais aussi beaucoup de réunions avec les autres ordres, notaires
experts comptables, architectes, car l'interprofessionnalité est une force. Des réunions avec les partenaires afin d'optimiser le rayonnement économique du barreau, des réunions avec des élus afin de faire connaître notre profession et nos combats, et les associations aussi, beaucoup de réunions avec les associations qui sont un relais essentiel de l'accès au droit et dont je salue l'engagement sans faille, malgré un manque de moyens inquiétant. J'ai également accordé de nombreuses interviews pour promouvoir notre permanence aide-victime-avocat et check tes droits. Même TF1 m'a interviewée sur un sujet prioritaire, le port de la robe d'avocat en période de canicule. À côté de toutes ces obligations ordinales, et pour paraphraser la une des Échos, j'ai également été sur le terrain. Car même si mes associés sont absolument fantastiques, j'ai un cabinet et des clients à gérer. Je me suis notamment rendue au référé du tribunal de commerce tous les mardis matins et j'y ai croisé d'anciens bâtonniers toujours très enthousiastes. Ça ne sert à rien de faire la grève en lunettes Vuitton et sacs Balenciaga. Et pourtant, j'ai quand même tenu le piquet de grève, ou à tout le moins la banderole du barreau de Bordeaux, sans sac ni lunettes, depuis le 1er avril, pour faire comprendre au reste de la société que des vies humaines ne sont pas des stocks de dossiers à gérer. Et ce lundi 29 juin, journée de justice morte, j'ai eu l'immense privilège d'être rejointe par nos amis les magistrats, qui souffrent aussi du manque de moyens consternant de la justice et qui ne doivent pas être tenus responsables de son dysfonctionnement général. Notre état de droit se doit d'être à la hauteur et nous en serons toujours ses sentinelles. D'ailleurs, depuis 2021, le bâtonnier est devenu un nouvel acteur du contrôle des lieux de privation de liberté, confirmant ainsi le rôle central des avocats dans le respect de la dignité des personnes détenues et retenues. Dans le cadre de ma délégation générale, j'ai donc visité le premier centre éducatif fermé de France à Sainte-Eulalie, la zone d'attente de l'aéroport, le centre pénitentiaire de Gradignan et le centre de rétention administratif lundi dernier et le futur en septembre. Dans tous ces lieux de contrainte, j'ai rencontré des professionnels très engagés et réellement attachés au respect des droits humains, malgré un exercice professionnel réellement difficile, et je tiens ce soir à les en féliciter. Tout ça, c'est un peu local, je vous l'accorde. Et sur l'extérieur, je suis allée à Paris, au CNB, voir Julie Couturier, Christophe Bail à la conférence des bâtonniers. Je me suis rendue en janvier à la rentrée solennelle de Bruxelles, dont on m'avait tant parlé, et je ne m'en suis jamais remise. Merci, Marie et Marc. À cause de vous, je n'en ai plus fait aucune. En tout cas, mes homologues de France et d'ailleurs, je suis ravie de vous accueillir ce soir et d'avoir l'occasion d'échanger avec vous sur les enjeux de la profession. Enfin, vous le saviez, et ce lieu ce soir en est l'emblème, nous avons volontairement axé notre mandat sur le sport et ses valeurs tellement fédératrices. Comme d'habitude, je me suis engagée à 300% dans cette direction, mais je dois vous avouer que là aussi, ça n'a pas été très glorieux. J'ai perdu le tournoi de golf du tribunal de commerce contre la première présidente de la Cour qui a raflé tous les prix. Bravo encore à elle. À la Villa Primrose, pour le tournoi de tennis et paddle du barreau, j'ai perdu tous mes matchs. À la pétanque, j'ai fait perdre ses seuls points au président de la Cour administrative d'appel. Bref, j'espère que je ferai mieux aux 10 000 mètres. En tout cas, je m'entraîne, notamment le 4 juin dernier, pour la Nuit des Relais, organisée par la Fondation des femmes. Cette association, comme tant d'autres, milite pour une loi intégrale afin de prévenir, signaler et punir les violences sexistes et sexuelles partout où elles se manifestent et parce qu'elles n'épargnent personne. J'ai donc couru des sprints de 600 mètres dans les jardins de la mairie. Et c'était un moment d'une rare émotion, car c'est le soir où le corps de Liana a été retrouvé, enterrant définitivement le peu d'espoir qu'il nous restait. Mes chers invités, au fil de mes illustrations plus ou moins sérieuses, j'espère que vous aurez compris que le mandat de vice-bâtonnier est loin de n'être que de la figuration. C'est un mandat qui m'oblige et qui oblige également mes proches, notamment mes enfants et leur papa présents ce soir. Coucou mes amours. Mais malgré des journées souvent trop remplies, des soirées de travail ou de représentation inhérentes à la fonction, une charge mentale au bord de l'implosion et des nuits de réflexion, je me lève chaque matin pleine d'enthousiasme à l'idée de pouvoir rendre service à mon barreau et avec des projets plein la tête pour les prochains mois. Et tout ça, c'est grâce à une équipe ordinale formidable. Les permanents, les stagiaires,
les membres du Conseil de l'Ordre, les délégataires, les présidents d'instituts, les syndicats et bien sûr, un bâtonnier fantastique. Merci sincèrement Stéphane pour ta confiance et ta complémentarité. Merci également à toute l'équipe Maclo, Alexiane, Claire, Cindy, Emmeline, Célia, Félicie, Isabelle et Maïlis, et à mes parents qui m'ont persuadée de faire des études de droit et sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Il est temps de conclure car je sais que vous avez chaud et soif. Je vous le rappelle, j'étais à votre place avant, mais j'ai besoin de vous pour ça, car le barreau de Bordeaux, c'est comme une grande famille. Alors j'en profite ce soir d'avoir un si beau public, dans un endroit aussi inspirant, pour chanter un refrain tous ensemble. À tous les confrères, s'il vous plaît, aidez-moi, les magistrats aussi, les greffiers, les auxiliaires de justice, les partenaires, les amis, la revue, je compte sur vous, la sono aussi. Répétez avec moi tous en chœur. C'est le barreau, c'est le barreau, barreau de Bordeaux. C'est le barreau, c'est le barreau, c'est le barreau, barreau de Bordeaux. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, après cette pause fraîcheur, nous allons aborder la traditionnelle remise des prix. Et nous allons commencer avec la remise du prix du barreau de Munich. Prix remis par Madame Babette Fievé, docteur en droit et membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Munich, qui va remettre ce prix au premier secrétaire, Monsieur Adrien Thomas. Madame Fievé, je vous en prie. Monsieur le bâtonnier, Madame la vice-bâtonnière, chers consoeurs, chers confrères, c'est un honneur de participer à la rentrée solennelle du barreau de Bordeaux. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vous transmets avec un grand plaisir les salutations sincères de la présidente du barreau de Munich, Madame Anne-Rite Melin. Comme nos villes sont jumelées depuis plus de 60 ans et nos barreaux qui le sont depuis plus de 40 ans, c'est une longue tradition de venir parmi vous à l'occasion de la rentrée solennelle pour remettre au premier secrétaire de la conférence la médaille du barreau de Munich, cette année à Adrien Thomas. Merci. Vient maintenant le temps d'inviter Madame Elisa Baron, vice-doyenne et représentante de la faculté de droit et sciences politiques de l'Université de Bordeaux, et maître Julia Sour, avocate et membre du Conseil de l'Ordre, afin de remettre le prix de thèse du barreau de Bordeaux à Monsieur As Soda Sey. Monsieur le bâtonnier, Madame la vice-bâtonnière, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que je prends la parole pour remettre le prix de thèse du barreau de Bordeaux. Ce plaisir est d'abord institutionnel. Il tient évidemment à ce que ce prix incarne le lien puissant entre le barreau de Bordeaux et la faculté de droit et sciences politiques, pour ne pas dire l'amitié qui nous unit. C'est pourquoi je vous renouvelle mes sincères remerciements, Monsieur le bâtonnier, Madame la vice-bâtonnière, pour avoir décerné ce prix ce soir. Il rappelle que la recherche universitaire n'a de sens que nourrie par les réalités du contentieux et que la pratique gagne toujours à dialoguer avec la réflexion académique. En récompensant une thèse, le barreau affirme que la recherche universitaire n'est pas un exercice hors sol,
mais un outil pour mieux défendre. La thèse récompensée ce soir, les infractions sexuelles numériques, en est d'ailleurs une belle illustration tant elle fait la part belle à la pratique judiciaire et met en lumière son importance pour s'adapter aux nouveaux modes de commission des infractions sexuelles. Et puis ma joie aujourd'hui est également plus personnelle, car vous l'aurez compris, c'est une thèse de droit pénal, décidément à l'honneur ce soir, qui est récompensée. Or, le docteur que nous célébrons ce soir est issu de l'Institut de sciences criminelles et de la justice, comme moi. Sa co-directrice de thèse fut ma directrice de thèse, et lui a été mon chargé de travaux dirigés. Alors, je précise que je ne suis évidemment pas membre du jury du prix, et donc tout soupçon de partialité qui viendrait à l'esprit, j'imagine, doit être balayé. Alors j'ai pu apprécier ses qualités de rigueur, d'humilité, qui transparaissent dans sa thèse et font la fierté de la faculté. Alors cher As, bravo pour ce travail remarquable et toutes mes félicitations pour votre prix. Alors à cette heure-ci, j'ai le droit de dire une seule chose, mais une chose de valeur numérique. C'est que va avec ce prix une gratification de 1 500 € pour aider à la publication de la thèse par le barreau de Bordeaux. Et nous allons maintenant remettre le prix de l'improvisation qui sera remis par M. Grégoire Mouly, président de la conférence, à Mme Marine Bonneville-Arieux. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, mes chers confrères, mes chères consoeurs, j'ai le plaisir ce soir déjà de ne pas faire un discours, ce qui est une première, et de remettre ce prix d'improvisation à celle qui a fait montre de virtuosité, mais aussi d'un certain culot lors de ce concours d'improvisation, et qui a magnifiquement dépeint hier soir notre invité Rio Mavuba lors de l'édition 2026 de Plaidoirie qui a eu lieu à la Cour d'appel de Bordeaux. Merci Madame la Présidente encore une fois de nous avoir permis d'utiliser la salle Montesquieu. Vous nous avez manqué. Voilà, j'aimerais féliciter encore une fois Marine Bonneville-Arieux. Maintenant, les prix à destination des premiers et seconds secrétaires que j'invite à me rejoindre, qui vont être remis par nos partenaires. En premier lieu, pour le CIC, j'invite sur scène M. Laurent Seillan, directeur Grand Marché Public, et Carole Philippon, directrice de l'agence CIC Bordeaux-Palais. Monsieur le bâtonnier, Madame la vice-bâtonnière, Mesdames, Messieurs, les représentants des institutions, Mesdames, Messieurs, ce soir, je compare devant vous. Et je dois l'avouer, c'est une position peu confortable pour un banquier. Mais c'est aussi et surtout un honneur. Car comparaître devant le barreau de Bordeaux, c'est se présenter devant une institution qui défend, qui ne négocie pas la justice, les droits, la parole donnée. Des valeurs que nous partageons profondément au CIC Sud-Ouest, même si nos prétoires prennent la forme d'agences bancaires. Notre dossier ce soir est solide, des années de partenariat, une confiance construite dans la durée, une agence implantée au cœur même de votre maison, ce qui est, convenez-en, une façon assez élégante de plaider sa cause. Parce qu'au fond, nos métiers se ressemblent plus qu'on ne le croit. Vous défendez et accompagnez vos clients dans les moments qui comptent. Nous le faisons aussi, particuliers, professionnels, agriculteurs, chefs d'entreprise, à chaque étape de leur vie. Dans les deux cas, tout repose sur la même chose. La confiance, ça ne s'impose pas, elle se mérite dans la durée,
par la qualité de la relation humaine. Le verdict, je vous laisse le rendre. Mais pour plaider plus concrètement notre cause, encore plus convaincante que moi, je laisse la parole à celle qui vit ce partenariat au quotidien, Carole Philippon, directrice de notre agence CIC Bordeaux-Palais. Merci Laurent. Bonsoir à toutes et à tous. Ce partenariat, nous le vivons effectivement chaque jour, de façon très concrète et je dirais même très humaine. Être installé au sein de la Maison des avocats n'est pas un simple choix géographique. C'est le reflet de notre engagement à être au plus près de votre quotidien, de comprendre vos réalités, vos enjeux et les défis auxquels vous êtes confrontés tout au long de votre parcours professionnel. Comprendre ce que signifie s'installer, développer un cabinet, concilier vie professionnelle et projet personnel quand on est avocat, c'est précisément ce qui nous anime. Cette proximité se construit avec une équipe formidable avec laquelle j'ai la chance de travailler au quotidien, Virginie, José et Nicolas. Je tenais à les citer ce soir parce qu'ils sont les premiers interlocuteurs de beaucoup d'entre vous. Ils vous accompagnent avec engagement, disponibilité et professionnalisme. Notre ambition est simple, un interlocuteur dédié qui connaît votre métier et des réponses à la hauteur de vos enjeux. Parce qu'au-delà des solutions bancaires, ce sont les relations qui font la différence. Et c'est cette conviction partagée qui explique la longévité et la solidité de notre partenariat avec le barreau de Bordeaux. C'est donc un honneur pour moi aujourd'hui de féliciter Adrien Thomas, premier secrétaire de la conférence, Hugo Vignal, second secrétaire de la conférence, et Antoine Guc-Gaillardeau, second secrétaire de la conférence, pour leur brillante réussite. Au nom du CIC Sud-Ouest, je suis très heureuse de vous remettre ces prix qui illustrent notre engagement en faveur de la culture. Nous vous souhaitons une belle année d'exercice, riche en rencontres, en projets et en causes défendues. Très belle soirée à toutes et à tous. Merci. J'invite désormais à nous rejoindre Monsieur Guillaume Carrère, en sa qualité de directeur général de Doctrine. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'étais à Aix ce matin, mais pour rien au monde, je ne voulais rater la rentrée du barreau de Bordeaux, puisque comme le chantait la vice-bâtonnière, ici c'est la famille. Voilà, d'ailleurs ma sœur est avocate au barreau de Bordeaux. Donc dans le taxi, j'ai demandé à une IA ce qui caractérisait un avocat bordelais. Donc ce ne sont pas mes mots, ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Voilà ce que l'IA m'a répondu. Il ou elle mange des chocolatines, pas des pains au chocolat. Il ou elle prend ses cannelés à la toque cuivrée. Il ou elle passe ses vacances au Ferré ou au Pilat. Il ou elle boit des grands vins de Bordeaux, ou en tout cas n'ose pas avouer à ses proches qu'il préfère le Bourgogne. Il ou elle attend depuis 2019 que les Girondins de Bordeaux regagnent le titre. Depuis 2009, excusez-moi. C'est pour bientôt, je le sais. Il ou elle a plus d'un tour dans sa poche et non pas dans son sac. Et enfin, il ou elle utilise une licence Doctrine, mais il trouve ça un peu cher. Alors j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer ce soir. La première, c'est qu'on a un petit cadeau, ce n'est ni du Bordeaux ni du Bourgogne, mais on va offrir au secrétaire de la conférence du champagne. Donc bravo, et je vous demande d'applaudir Antoine, Hugo et Adrien. Et la deuxième bonne nouvelle, excusez-moi, c'est que l'IA ne va plus pouvoir faire cette blague sur les prix des licences Doctrine très longtemps, puisque avec les bâtonniers Stéphane Guittard et Marie Tastet, nous avons décidé de renouveler et d'élargir notre partenariat autour de l'IA juridique. Et concrètement, le prix des licences Doctrine va baisser pour que tous les avocats bordelais, petits et grands cabinets, puissent profiter de l'ensemble de nos produits, y compris
nos assistants IA en contentieux et en conseil. Donc bravo et merci au barreau de Bordeaux pour cette belle soirée et surtout pour votre confiance. Et avec toute l'équipe Doctrine, on est gavé content d'être ici. Maintenant, la remise du prix par Monsieur Jules Touzé, PDG d'Eikou, que j'invite sur scène. Bonsoir à tous. Alors je vais commencer par expliquer que le prix que nous avons commandé pour monsieur le second secrétaire, monsieur le premier secrétaire, malheureusement n'est pas arrivé à temps. Il arrivera très vite et vous sera remis le plus rapidement possible. Être PDG, c'est beaucoup d'improvisation, hein. Le terme fait rêver comme ça, mais c'est pas des masses finalement, hein. Alors, monsieur le vice-bâtonnier, madame la vice-bâtonnière et chers membres du Conseil de l'Ordre, premièrement, merci infiniment pour votre invitation. Je suis particulièrement heureux de remettre ce prix aujourd'hui suite au partenariat très fructueux qui a été le nôtre. Aujourd'hui, c'est plus de 500 avocats du barreau de Bordeaux qui utilisent notre solution. Et la réussite de ce projet n'aurait pas été possible sans votre implication parfaitement concrète. C'est donc un honneur absolu pour moi de remettre ce prix à monsieur le second secrétaire Antoine Cuc-Gaillardeau, monsieur le second secrétaire Hugo Vignal et monsieur le premier secrétaire Adrien Thomas. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et à des commandes de cadeaux un petit peu plus véloces. J'invite à nous rejoindre Madame Sonia Gruchy, responsable commerciale, et Monsieur Jacques Rogui, directeur des ventes, au nom de la société LexisNexis. Monsieur le bâtonnier, Madame la vice-bâtonnière, Messieurs les secrétaires de la conférence, maîtres et Messieurs, Mesdames. À l'heure où l'intelligence artificielle n'est plus une option pour les cabinets, à l'heure où l'accès au droit devient instantané et où la technique semble pouvoir tous embrasser, nous avons une conviction chez LexisNexis. L'humain reste, l'humain demeure et l'humain va être l'élément qui fera la différence. Nous ne faisons pas et ne ferons jamais partie de ces marchands de sommeil qui vendent un quota d'heures gagnées, chiffre invérifiable à l'appui, ni de ces funèbres bossuets qui font oraison de la fin des collaborateurs et parfois même du métier d'avocat. Certes, c'est une réalité. Les technologies d'intelligence artificielle évoluent à une vitesse phénoménale, à un rythme que nous n'avons jamais connu par ailleurs. À titre d'exemple, notre solution protégée évolue toutes les 5 semaines, proposant des réponses fiables, structurées, sourcées et détaillées, à des recherches juridiques, des propositions d'axes stratégiques, fondées sur les écrits de nos auteurs universitaires et praticiens, face à un cas complexe. L'audit ou encore la rédaction alternative d'une clause plus sécurisée sont déjà parmi les cas d'usage les plus utilisés par nos clients. Or, toute l'ambiguïté de la situation est là. Ces cas d'usage sont bluffants, vraiment bluffants. Mais ce ne sont que des outils, des moyens, en aucun cas une finalité. Ce sont des outils au service de votre expertise. Ils ne sont que l'amorce d'une consultation ou d'une plaidoirie. Car tout ce qui fait la beauté du métier d'avocat commence alors. L'écoute attentive du client, cette impression de pouvoir poser ses valises et d'être plus qu'écouté, d'être entendu.
Cette capacité à entendre ce qui n'est pas dit, l'indicible, ce qui est sous-jacent, à comprendre les doutes, les peurs et les espoirs. Puis construire une stratégie, anticiper, incarner enfin. L'avocat n'est pas seulement un sachant, dire le droit ne suffit pas. Il le valide, il l'améliore, il l'interprète, le personnalise, il l'éclaire, il le challenge et il le transcende. Il l'humanise. L'IA ne ressent pas, elle ne juge pas. Elle n'a ni conscience ni empathie, ni résilience ni courage. Elle n'assume pas la responsabilité d'un choix. Cette responsabilité vous appartient et elle vous honore. Et parce que votre profession est vivante, le devoir de transmission non seulement demeure, mais il n'a jamais été aussi crucial. Inculquer aux collaborateurs bien plus que des règles, une expérience riche, une exigence, une éthique, une remise en question permanente, un engagement. L'avènement de l'intelligence artificielle est une réelle opportunité, car elle est le moyen extraordinaire de valoriser ce qui fait l'essence même de votre profession. Aujourd'hui, plus que jamais, le métier d'avocat s'écrit à la croisée de 3 exigences: l'humain, l'excellence juridique et la technologie. Je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée. Pardon. J'appelle maintenant Monsieur Félix Molteni, représentant du barreau de Libourne, pour remettre le prix de la culture générale Germain Bordier à Monsieur le second secrétaire Hugo Vignal. Merci, bonsoir à tous. J'aurais aimé citer chacune de vos qualités, chacun de vos titres, mais malheureusement je n'ai que 40 minutes. Il a donc fallu faire des choix et donc je vais citer les 2 personnes les plus importantes de cette assemblée. Monsieur le directeur des finances publiques, mes respects. Monsieur le directeur de l'URSSAF également, que je trouve très élégant à titre personnel. Voilà, bonjour monsieur. Beau travail. Voilà. Chaque année, le barreau de Libourne remet le prix de la culture générale à un heureux élu. Cette année, il ne s'agit d'Hugo Vignal, qui, en contemplation de son discours, était le bon choix. Donc bravo mon cher Hugo, évidemment, on t'a offert des livres. Voilà. Nous n'oublions pas également tous les partenaires du barreau de Bordeaux, que nous remercions chaleureusement, à l'image du CIC, la Société de courtage des barreaux, Doctrine, évidemment, Haïku, Lexbase, LexisTexis, Volvo SIPA Automobile, Générisque Assurance, AIG, les Échos judiciaires, Banque Populaire, Aquitaine, LCL et Wolters Kluwer. Voilà. Merci à eux. Alors, mesdames, messieurs, mes chers consoeurs, mes chers confrères, vous l'aurez compris, nous arrivons à la fin du match, au moment que nous attendons tous, c'est-à-dire la 3e mi-temps qui vous attend et ce cocktail qui arrive. Avant de déclarer close cette belle cérémonie de rentrée solennelle édition 2026, je vous informe que des navettes gratuites sont mises en place entre 23h et 4h du matin et vous attendent sur le parking appelé VIP.
et que des éthylotests seront également mis à disposition pour que vous puissiez rentrer en sécurité, ce qui est notre priorité, n'est-ce pas, monsieur le procureur de la République? J'ai le plaisir, au nom de monsieur le bâtonnier, de madame la vice-bâtonnière et des avocats du barreau de Bordeaux, de vous informer que monsieur Laurent Marty, que nous remercions très chaleureusement, nous a mis à disposition les 2 Coupes d'Europe qui sont sur votre droite en haut, qu'a remporté en championnat d'Europe l'UBB, et ce qui est une belle victoire, et on peut applaudir cette mise à disposition et l'UBB. Voilà. Enfin, bien évidemment, avant de lancer les hostilités du cocktail, j'invite pour la traditionnelle photo les bâtonniers des barreaux extérieurs à nous rejoindre sur scène afin d'en finir et d'ouvrir définitivement ce cocktail. Merci, mesdames, messieurs.